Les cheveux doivent partir avec ton mari, c'est le seul moyen de dépasser la honte. Marie, bon maman, laissez-moi dire, les cheveux de police, Marie, laissez-la. En Afrique, lorsqu'une femme perd son mari, elle ne perd pas seulement l'amour de sa vie, elle perd parfois aussi sa dignité. Dans certaines régions, les veuves sont encore soumises à des pratiques que vous allez avoir du mal à croire. Mais ce que cette jeune femme de 30 ans a vécu va vous glacer le sang. Clara était une jeune femme gentille, discrète, sans histoire. Avec son mari Benoît, elle vivait dans le quartier Oyak, une banlieue paisible de Mbalmayo. Ensemble, ils avaient eu 2 enfants, une fille de 8 ans et un petit garçon de 5 ans. Leur maison, simple mais chaleureuse, respirait la tranquillité. Les deux s'étaient connus au lycée. À l'époque, Clara portait toujours son cartable sur une seule épaule, et Benoît aimait lui porter ses livres après les cours. Elle venait d'une famille modeste, son père était fonctionnaire, tandis que Benoît, lui, venait d'un milieu plus pauvre. Ses parents étaient de simples agriculteurs. Mais l'amour, lui, ne regarde pas la classe sociale. Depuis ses années de jeunesse, Clara et Benoît étaient inséparables. Ensemble, ils avaient traversé la faim, les débuts difficiles, les petits boulots, avant de bâtir leur vie à la force du courage. Malheureusement, l'année de sa terminale, Clara perdit ses 2 parents à quelques mois d'intervalle. Son père, un homme droit et travailleur, fut emporté par une courte maladie. Sa mère, dévastée par la douleur, suivit peu après. Ce fut le moment le plus sombre de la vie de Clara. À 17 ans à peine, elle se retrouva orpheline, sans repère, sans foyer. Pendant des semaines, elle vécut dans la maison vide de ses parents, incapable de manger, de parler ou même de pleurer. Mais au milieu de cette nuit sans fin, une seule lumière resta allumée. Benoît. Il venait chaque jour, à pied, souvent sans même un sou pour le transport. Il lui apportait du pain, de l'eau et surtout une présence. Il ne disait pas grand-chose. Il s'asseyait simplement à côté d'elle, en silence, jusqu'à ce qu'elle parle. Peu à peu, c'est cet amour-là, simple et vrai, qui la ramena à la vie. Bien qu'ils fussent encore jeunes, ils avaient compris une chose que même les anciens oublient parfois. Quand 2 cœurs se soutiennent, ils peuvent traverser toutes les tempêtes. Les années passèrent, et Clara et Benoît grandirent ensemble. Elle devint une belle jeune femme, posée et travailleuse, tandis que lui restait ce garçon calme, au regard doux, toujours habité par un grand sens du devoir. Après la mort de ses parents, Clara hérita de quelques petites résidences locatives que son père lui avait laissées. Rien d'extravagant, mais assez pour vivre décemment et ne manquer de rien. Benoît, lui, malgré ses diplômes, n'avait pas réussi à trouver un emploi stable. Il travaillait comme enseignant vacataire dans un lycée de la place pour à peine 30 000 francs par mois. Certains de leurs proches ne se privaient pas de le lui rappeler. « Clara, il ne te mérite pas. Il est trop pauvre pour toi, » disait-il. Mais Clara n'écoutait pas. Elle savait ce qu'elle avait vu dans le cœur de cet homme, de la bonté, de la loyauté et une sincérité rare. Contre les murmures et les jugements, elle choisit l'amour. Elle l'épousa lors d'une petite cérémonie simple, mais pleine de chaleur. Et ensemble, ils bâtirent leur foyer, main dans la main. De leur union naquirent 2 enfants, une fille et un garçon. Et malgré la modestie de leurs moyens, leur maison était remplie de rire, de patience et de tendresse. Clara disait souvent « Nous n'avons pas tout, mais nous avons l'essentiel, la paix et l'amour. » Mais ce bonheur si fragile ne plaisait pas à tout le monde. Dans l'ombre, la famille de Benoît ne voyait pas d'un bon œil cette union. Ses sœurs, surtout, étaient acariâtres et jalouses. Elles disaient que Clara se croyait supérieure parce qu'elle avait hérité de ses parents. Elles murmuraient dans les réunions de famille « Cette fille n'aime pas notre frère, elle aime son confort. » Leur mère, une femme dure et amère, ne cachait pas son hostilité. À chaque visite, elle trouvait une occasion d'humilier Clara. « C'est toi qui commandes ici maintenant ?» lançait-elle en regardant autour de la maison. « Notre fils n'a plus de volonté depuis qu'il t'a épousée. » Clara encaissait en silence, le cœur serré, mais le regard digne. Elle ne répondait pas. Pour elle, la paix du foyer valait plus que toutes les disputes. Benoît, lui, essayait tant bien que mal de calmer les tensions, sans jamais réussir à faire entendre raison à sa famille. Entre son amour pour sa femme et sa loyauté envers sa mère, il se retrouvait déchiré.
Pourtant, malgré les insultes et les calomnies, Clara ne cessa jamais de s'occuper de sa belle famille. Quand la mère de Benoît tomba malade, c'est elle qui l'amena à l'hôpital et paya les soins. Mais même là, on trouva encore des mots pour la salir. Elle veut acheter notre affection avec son argent, dirent les sœurs en ricanant. Ce climat de haine finit par peser sur le couple. Mais Clara tenait bon. Elle se disait que tant que Benoît l'aimait, rien ne pourrait la briser. Elle ignorait alors que le pire était encore à venir. Un dimanche après-midi, Clara et Benoît profitèrent d'un rare moment de paix. Assis sur la véranda de leur maison, ils regardèrent leurs 2 enfants courir dans la cour, riant aux éclats sous le soleil. L'air sentait le manguier et la terre humide. Soudain, Benoît aperçut une silhouette au bout du chemin poussiéreux. Une femme s'avançait lentement, traînant derrière elle 3 enfants et plusieurs valises. À mesure qu'elle approchait, le cœur de Clara se serra. C'était Émilie, la sœur aînée de Benoît. Une belle sœur au tempérament dur, connue pour son arrogance et ses paroles blessantes. Elle avait toujours mené une vie difficile à Clara, la considérant comme une étrangère dans sa propre famille. Sans saluer, Émilie posa ses valises devant la véranda. Ses 3 enfants se tenirent derrière elle, les yeux fatigués. « On vient s'installer ici », lança-t-elle d'un ton sec, sous le regard surpris de Benoît. « Émilie, quoi ? Tu veux dire ici, chez nous. Chez toi, Benoît, pas chez ta femme. Ici, c'est la maison de mon frère, et personne, tu m'entends, personne ne m'en empêchera. » Clara sentit le sang se retirer de son visage. Elle tenta de garder son calme, mais au fond d'elle, elle savait. Rien de bon ne sortirait de cette intrusion. Ce jour-là, le vent se leva à Mbalmayo, et avec lui commença la tempête qui allait bouleverser toute sa vie. La cohabitation devint vite un enfer. Depuis qu'Émilie s'était installée, la paix avait quitté la maison. Elle prenait toute la place, parlait fort, donnait des ordres et se comportait comme si tout lui appartenait. Clara faisait des efforts pour rester aimable, pour éviter les disputes. Chaque matin, elle préparait les repas, lavait les vêtements des enfants et tentait de préserver un semblant d'harmonie. Mais Émilie semblait déterminée à la pousser à bout. Elle critiquait tout, la façon dont Clara cuisinait, dont elle s'habillait, même sa manière de parler. Et pire encore, elle commença à s'en prendre sournoisement à la relation entre Benoît et sa femme. Quand Clara préparait un plat pour son mari, son indolé préféré, ou du riz au poisson fumé, Émilie attendait qu'elle tourne le dos, puis jetait discrètement la nourriture à la poubelle. Ensuite, elle reprenait les casseroles, refaisait un plat à sa manière, et allait le servir elle-même à Benoît. « Tiens, petit frère, mange. Il faut de la vraie nourriture, pas les recettes de madame la propriétaire. » Clara surprit la scène un jour. Elle resta figée, le cœur serré, les yeux remplis de larmes, mais elle ne dit rien. Elle savait qu'au moindre mot, Émilie crierait au scandale devant tout le quartier. Et en effet, le soir même, Émilie lança à haute voix, assez fort pour que les voisins l'entendent. « Cette femme ne veut pas que son mari mange. Même quand je veux l'aider, elle fait la tête. » Les rumeurs prirent racine. Dans le voisinage, on commença à dire que Clara était jalouse, qu'elle ne supportait pas la famille de son mari. Benoît, lui, ne savait plus quoi penser. Fatigué, usé par les querelles, il se referma sur lui-même. Il parlait peu, rentrait tard, mangeait à peine. Puis un jour, l'état de son mari Benoît commença à se dégrader. Tout débuta par un amaigrissement inquiétant. Clara pensa d'abord que c'était le stress, les querelles incessantes à la maison et la fatigue de son travail de vacataire. Elle essaya de le rassurer, lui préparant ses plats préférés, mais il mangeait à peine. Les semaines passèrent et une toux persistante s'installa. Benoît se levait la nuit pour cracher, toussait jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Clara l'implora d'aller à l'hôpital. Il refusa d'abord, prétextant qu'il n'avait pas d'argent pour les examens. Alors, sans hésiter, elle prit sur ses économies et l'y accompagna elle-même. Ensemble, ils firent le tour des hôpitaux de Mbalmayo, puis de Yaoundé. Analyse, scanner, radio. Les jours devinrent des semaines. Et un matin, les résultats tombèrent comme un coup de massue. Cirrhose du foie. Clara resta figée. Le médecin parlait, mais ses mots semblaient lointains. « Madame, son foie est très atteint. Il faut agir vite. » Cirrhose du foie, comment cela était-il possible? Benoît ne buvait pas, ne fumait pas. Il menait une vie simple, sobre, disciplinée. Clara répéta, les yeux pleins de larmes.
« Docteur, vous devez vous tromper. Mon mari ne boit pas. Jamais. » Mais le médecin hocha tristement la tête. « Ce n'est pas toujours l'alcool, madame. Parfois c'est une infection chronique. Parfois, le destin. » Ces mots la frappèrent comme des pierres. Dès lors, la maladie s'installa pour de bon. Benoît devint plus faible de jour en jour. Ses yeux jaunirent, ses jambes enflèrent, son ventre se mit à gonfler. Clara passait ses nuits à veiller à son chevet, changeant les draps, essuyant la sueur, priant en silence. Mais rien ne semblait arrêter le mal. Et pendant qu'elle se battait seule, Émilie, elle, continuait à répandre des rumeurs. « Vous voyez, c'est elle. Elle a empoisonné mon frère petit à petit. » Ces paroles perfides atteignirent bientôt toute la famille. Et quand Benoît s'éteignit quelques semaines plus tard, Clara comprit que ce n'était pas seulement la mort qu'elle allait devoir affronter, mais la cruauté des vivants. Le 12 juin, vers 4 heures du matin, Benoît rendit son dernier souffle. Clara, agenouillée près du lit, tenait sa main froide entre les siennes. Elle pleura en silence, incapable d'accepter que l'homme de sa vie ne se relèverait plus jamais. Les enfants dormaient encore. Elle n'eut même pas la force d'aller les réveiller. Quand le jour se leva, les pleurs éclatèrent dans toute la maison. Les voisins accoururent, les sœurs de Benoît arrivèrent en criant, et bientôt la cour fut remplie de monde. Émilie, elle, s'effondra bruyamment au milieu de la cour, hurlant « On a tué mon frère! On l'a tué !» Tous les regards se tournèrent vers Clara. Personne ne dit un mot, mais tout le monde comprit ce que les cris d'Émilie voulaient dire. Les murmures commencèrent, les soupçons s'installèrent. Clara n'était plus la veuve éplorée, elle était devenue la coupable présumée. Les jours suivants, la famille du défunt prit le contrôle des funérailles. On la repoussa de tout. On lui interdit de toucher au corps de son mari, de participer aux décisions. C'est la coutume, disait-on. La veuve doit rester à l'écart jusqu'à la purification. Clara obéit. Elle resta dans la maison, seule, vêtue d'un pagne noir, sans se laver, sans manger. Le 3e jour, on la fit asseoir sur une natte au milieu de la cour, sous le soleil brûlant. Le jour des funérailles, la maison de Benoît était noire de monde. Des voisins, des collègues, des amis, tous étaient venus rendre un dernier hommage à cet homme respecté. Mais au milieu de la cour, ce n'était plus la douleur qui régnait, c'était la colère. Émilie, vêtue d'un grand pagne noir, les yeux rougis, avait pris le contrôle de la cérémonie. Elle hurlait, gesticulait, accusant Clara de tous les maux. « Elle l'a tué !» cria-t-elle. « Mon frère était en bonne santé avant cette femme. Depuis qu'il l'a épousée, il n'a connu que la maladie et le malheur. » Les gens se regardaient, hésitants. Certains murmuraient, d'autres baissaient les yeux. Clara, assise à même le sol, la tête couverte d'un foulard noir, gardait le silence. Ses mains tremblaient, mais elle refusait de répondre. Alors Émilie revint à la charge, plus violente encore. Elle demanda qu'on apporte une calebasse d'eau, celle qui avait servi à laver le corps de Benoît. « Si elle n'a rien à se reprocher, qu'elle boive !» lança-t-elle d'une voix forte. « C'est ainsi que nos ancêtres faisaient. Que cette femme prouve son innocence devant tous. » Le silence tomba sur la cour. Les collègues de Benoît, choqués, se regardaient sans oser parler. Le chef du quartier, impuissant, détourna le regard. Clara sentit son cœur s'arrêter. Elle chercha des yeux un visage ami, une main pour la défendre. Mais il n'y avait personne. Ses parents étaient assez morts. Sa belle famille la haïssait, et même ceux qui la connaissaient bien se taisaient, par peur de s'opposer à la coutume. Les femmes âgées de la famille s'approchèrent, tenant la calebasse. L'eau y remuait doucement, trouble, lourde, chargée de symboles et de menaces. Émilie, le regard flamboyant, se pencha vers Clara. « Bois. Si ton cœur est pur, tu vivras. Si tu es coupable, que la terre te reprenne avant demain. » Clara secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, je ne boirai pas ça. C'est de la folie. Benoît était mon mari, je l'aimais. » Mais Émilie hurla. « Alors tu avoues, tu l'as tué !» Les femmes autour d'elle poussèrent des cris, des you-you de colère. La foule agitée se resserra autour d'elle. « Qu'elle boive, qu'elle boive !» scanda une voix. Clara sentit ses forces la quitter. On l'attrapa par les bras, on la força à s'agenouiller. Les mains la maintenaient, les cris fusaient, les téléphones filmaient.
et au moment où la vieille tante leva la calebasse pour lui verser le liquide dans la bouche, une voix puissante retentit dans la foule. « Arrêtez ça tout de suite !» Tout le monde se figea, les chants cessèrent, les cris moururent dans les gorges. À l'entrée de la cour, entourée de plusieurs gendarmes et de membres de son équipe, se tenait Madame la gouverneure, une femme d'une 50aine d'années, respectée et redoutée pour son franc-parler. Engagée depuis des années dans la défense des droits des femmes, elle avait entendu parler du calvaire de Clara. Et ce jour-là, elle était venue elle-même voir et agir. « Donnez-moi cette calebasse !» ordonna-t-elle d'une voix ferme. Ces éléments s'avancèrent et arrachèrent la calebasse des mains de la vieille femme. Sans hésiter, la gouverneure la prit et la renversa entièrement sur le sol. L'eau sale se répandit dans la poussière, s'infiltrant entre les pieds de la foule pétrifiée. Puis elle se tourna vers Émilie, dont le visage avait perdu toute arrogance. « Vous avez perdu un frère, madame, mais cela ne vous donne pas le droit d'humilier une femme. » Sa voix résonna dans toute la cour, claire, ferme, vibrante d'indignation. Depuis quand la douleur donne-t-elle le droit d'être cruelle? Depuis quand le deuil justifie-t-il la barbarie? Cette femme vient de perdre son mari, et vous voulez maintenant lui voler sa dignité. Elle se tourna vers la foule, balayant du regard les voisins, les collègues, les anciens, tous restés muets. Et vous filmez, vous regardez, vous murmurez, mais personne ne s'interpose. Vous êtes tous complices de cette honte. On n'entendait plus que le vent. Les visages se baissèrent. Même les tambours s'étaient tus. La gouverneure s'approcha de Clara, encore à genoux, les yeux remplis de larmes. Elle la releva doucement et lui dit « Relève-toi, ma fille. Aujourd'hui, tu es humiliée. Mais demain, tu seras la voix de celle qu'on veut faire taire. » Elle passa son bras autour de ses épaules et la conduisit hors de la cour, sous le regard silencieux de tous. Avant de partir, elle lança d'une voix solennelle « Je vous le dis devant Dieu et devant les hommes, quiconque forcera encore une veuve à boire l'eau du corps d'un mort répondra de son acte devant la loi. Cette tradition doit mourir avant qu'elle ne tue encore. » Ce jour-là, Mbalmayo retint son souffle, et dans le regard de Clara, malgré la douleur, une flamme venait de naître, celle du courage. L'histoire de Clara se répandit comme une traînée de poudre. En quelques jours, les images de cette scène choquante firent le tour du pays. Les influenceurs en parlèrent sur les réseaux sociaux, les journalistes s'emparèrent du sujet. Les chaînes nationales et même des médias internationaux diffusèrent la vidéo de la gouverneure intervenant pour sauver Clara. Le visage de cette jeune veuve, à genoux dans la poussière, devint le symbole d'un combat. Sous la pression de l'opinion publique, une enquête fut ouverte. Émilie et plusieurs membres de la famille de Benoît furent arrêtés pour atteinte à la dignité humaine et violence psychologique. Mais quelques semaines plus tard, ils furent relâchés, faute de preuves suffisantes. Pourtant, cette fois, les choses ne revinrent pas comme avant. L'affaire Clara avait réveillé les consciences. Des femmes, dans plusieurs villes du pays, commencèrent à témoigner. Des associations se formèrent, et quelques mois plus tard, une nouvelle loi fut adoptée. La loi sur la protection des veuves et la régulation des pratiques coutumières post-funéraires. Une première dans le pays. Le temps passa, Clara poursuivit son combat, tandis que la vie reprenait lentement son cours à Mbalmayo. Quant à sa belle-sœur Émilie, les choses prirent une autre tournure. Alors qu'elle revenait d'un marché voisin, son véhicule fit une sortie de route dans un virage et alla percuter un arbre. Elle mourut sur le coup. Certains disèrent que c'était le hasard. D'autres, plus nombreux encore, murmurèrent que c'était la justice des ancêtres. Dans les veillées, on racontait à voix basse que c'était elle, et non Clara, qui avait provoqué la maladie de son frère dans la sorcellerie, avant de tenter de rejeter la faute sur la jeune veuve. Ce que la main cache, la terre finit toujours par révéler, disèrent les anciens en hochant la tête. Ce que Clara a vécu ne devrait plus jamais exister. Aucune femme, qu'elle soit jeune ou âgée, riche ou pauvre, ne devrait être contrainte de prouver sa pureté, son innocence ou sa fidélité après la mort de son époux. Les traditions ne sont pas mauvaises, mais lorsqu'elles détruisent la dignité humaine, elles cessent d'être culture pour devenir barbarie. Et si toi qui écoutes cette histoire, tu choisis de ne pas détourner le regard, alors toi aussi, tu deviens un maillon de ce changement. Brise le silence,
Parle pour celles qui n'ont plus de voix. Parce que derrière chaque veuve humiliée, il y a une sœur, une mère, une amie, et un combat que nous devons tous mener. Ne laissons plus aucune Clara boire l'eau de la honte. Laissons-la boire, enfin, l'eau de la dignité. Écris en commentaire plus jamais ça.